Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Débat News, votre émission hebdomadaire politique, chaque lundi à 20h15 sur Tonesnet TV. Et à mes côtés, Madame Saïd Dagarache, membre du bureau politique du parti Nidetounes. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Mehdi Benrarbey, député à l'Assemblée nationale constituante. Bonsoir. Et Monsieur Semi Razgalla, membre du bureau politique du parti Ettakatel. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, avec mes invités, nous allons revenir sur Ensar Sharia, sur le discours du Premier ministre, M. Ali Araïf, Jbel Chaambi, et bien sûr, Nahda qui se rétracte par rapport aux points discutés avec l'UJTT dans le cadre du dialogue national, notamment le droit à la grève, le droit syndical et la liberté de conscience. Alors, on va commencer avec vous, M. Mehdi Benrarbey. Ensar Sharia, le meeting qui a eu dimanche dernier, qui s'est très mal passé, et bien sûr, avec une grande concentration policière. Est-ce que le meeting aurait pu se dérouler normalement sans cette tension policière et peut-être sans l'intervention de la fameuse Femen qui est venue donc inscrire sur Jemaa al-Aqsa le mot Femen, selon vous? Non, il faut dire qu'au tout début que le meeting n'a pas eu lieu. Le meeting n'a pas eu lieu parce qu'il n'a pas été autorisé à avoir lieu. Ensar Sharia est une organisation qui n'est pas reconnue. C'est vrai qu'on est dans une période post-révolutionnaire où l'État est en difficulté, où la société civile, les organisations, les partis politiques prennent beaucoup d'espace vital par rapport à l'État, et ça c'est très compréhensible dans les périodes post-révolutionnaires, mais ça n'empêche que Ensar Sharia, c'est une organisation qui n'est pas reconnue. Et donc, elle a eu l'adage d'organiser des réunions, des meetings sans organisation. Cette fois-ci, le ministère de l'Intérieur a refusé cette rencontre. Malgré que l'année dernière, ils avaient accepté, oui, l'année d'avant. Ouais. Donc, cette réunion a été refusée. Donc là, on n'est pas le sujet, c'est pas une réunion et qu'est-ce qu'on va prêcher dans cette réunion, etc. C'est respecter ou pas la loi. Donc, le ministère de l'Intérieur a fait son boulot de ne pas organiser cette réunion. Il faudrait aussi être reconnaissant au grand rôle que joue l'institution sécuritaire et l'armée pour garder et donner un ressemblant de force à cet État-là qui, malheureusement, est tiré dans tous les sens. Donc, après l'intervention de la militante, je pense que c'était une provocation qui était irresponsable. Et bien sûr, ça a généré des manifestations, etc. Des habitants de Kairouan, pas des gens dans Ensar Sharia qui n'étaient pas là pour faire leur meeting. Après, il y a eu aussi d'autres émeutes, voilà, il y a eu un mort d'ailleurs là-bas. D'accord, où les forces de l'ordre ont eu des heurts avec des citoyens. Donc après, on peut les qualifier de citoyens. Après, s'ils appartiennent à cette organisation ou d'autres, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait dire avec Ensar Sharia, c'est que nous demandons, je parle au nom de l'Alliance démocratique, à toutes les organisations, à toutes les partis politiques, à tous les organismes de respecter la loi, de demander des autorisations du ministère de l'Intérieur. C'est comme ça que se gère la vie associative dans un pays démocratique. Et après aussi à dire clairement qu'il renonce à toute violence. Or, malheureusement, dans ce qu'on connaît ou dans ce qu'on lit de ce que prêche ce mouvement-là, c'est carrément ne pas accepter l'État, ne pas accepter notre géographie, ne pas accepter la démocratie. Et ça, c'est un sujet à débattre. Bien sûr, tant que prêcher cela, c'est leur droit, ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent, mais le jour où on essaye de changer le mode de vie des Tunisiens par la force, ou le jour où on se rebelle contre l'État, on lève les armes contre l'État, ou lever les armes, comme ça s'est passé en Tunisie, mais aussi dire qu'on est plus fort que l'État, qu'on ne respecte pas la décision de l'État, qu'on fait ce qu'on veut, malgré les lois qui sont en vigueur et qu'on ne respecte pas, là, l'État devrait... Alors, il y a le porte-parole de Ensar Sharia qui dit que nous sommes une association et nous devons juste dire aux autorités que nous allons organiser un meeting et nous n'avons pas besoin d'une autorisation comme les partis politiques. Vous savez, il y a une loi qui gère les associations et les partis politiques. Aujourd'hui, pour maintenir... c'est quoi organiser un meeting? C'est avoir une foule de personnes qui est là, qui doit être sécurisée. Et ça, on doit aussi sécuriser les périmètres, sécuriser les commerces. C'est pour ça que l'autorisation est demandée. Et c'est tous les partis politiques reconnus, et là, on n'a pas de problème de visa, doivent avoir une autorisation préalable pour pouvoir organiser cela, pour protéger les gens qui manifestent et pour protéger aussi le périmètre. Monsieur Semi Razgalla, quelle est votre position par rapport à si Ali Araïf, donc le chef du gouvernement, qui dit que Ensar Sharia est une organisation terroriste?
C'est une organisation terroriste. Il faut le reconnaître comme tel. Moi, je salue absolument la fermeté du ministre de l'Intérieur. La dernière fois que j'étais invité ici sur ce plateau, on était en négociation. Vous vous rappelez très bien, on était en négociation. Donc, cette décision de neutraliser les ministères de souveraineté sont en train de porter leurs fruits là aujourd'hui. L'indépendance du ministère de la Justice et particulièrement du ministère de l'Intérieur sont en train de porter leurs fruits. Le ministre a eu une décision assez difficile à prendre. Il a pris la bonne décision. Nous saluons absolument cette fermeté, à continuer à être dans cette fermeté, faire appliquer absolument les lois de la République, parce que à partir du moment qu'on n'accepte plus le jeu démocratique et le jeu républicain, on laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Et voilà. D'accord. Alors, Madame Saïda Garache, Ansar al-Sharia, alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est une organisation terroriste selon le Premier ministre. Eux maintiennent un meeting, leur deuxième meeting, ils veulent encore l'organiser à Kérouan. Où est-ce qu'on va comme ça? Une organisation de terrorisme, aujourd'hui, les Tunisiens ne sont pas habitués au terrorisme. On voit aussi, on va passer après à Jebel Charam, ce qui se passe encore aujourd'hui. Où est-ce qu'on va comme ça? Les Tunisiens ne sont pas habitués et je pense qu'ils ne s'habitueront jamais à une telle présence violente. Est-ce que le gouvernement a failli un peu... Enfin, failli, j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais est-ce qu'il n'a pas pris les bonnes décisions? Il a traîné. De toutes les manières, ces actes-là auraient pu ne pas être s'il n'y avait pas d'abord un discours politique encourageant. Et moi, je trouve que la responsabilité du gouvernement, d'une manière ou d'une autre, existe, et d'une manière très claire, parce que quand on a commencé à dénoncer une certaine violence qui a accompagné les déclarations, les actions menées par ce groupe qui se nomme Ansar al-Sharia, rappelez-vous qu'au début, on a eu droit à des déclarations qu'il s'agit d'une simple liberté d'expression, qu'il s'agit de nos enfants, qu'ils ont souffert du silence pendant toutes les années de Ben Ali, donc ils ont le droit d'exister, qu'ils ont le droit de s'exprimer. Personne ne peut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister ou de s'exprimer, mais s'exprimer dans quel cadre? C'est dans le cadre qui est fixé par les lois de ce pays, parce qu'un État qui se respecte et qui gère la coexistence de ses citoyens dans leurs différences politiques et idéologiques et même religieuses doit mettre en place des lois qui gèrent cette richesse dans la différence, mais qui ne peut en aucun moment se transformer en une violence. Là, on est arrivé à un stade où on ne peut pas tolérer l'exercice de cette liberté, entre guillemets, d'expression en dehors de ces cadres fixés déjà préalablement par l'État tunisien. Et donc, du moment où ces gens ne sont pas dans cet esprit de respect de l'existence de l'autre différent et dans cet esprit d'une certaine règle pacifique pour s'exprimer, pour coexister, certainement puisqu'ils ont fait leur choix d'opter vers la violence, donc c'est tout à fait normal que la société se défend, l'État se défend, et donc il applique les lois. Est-ce que vous pensez que dans l'absolu, c'est encore un coup de nahda pour dévier, c'est-à-dire l'opinion publique, c'est-à-dire que pour arriver aux élections, les élections arrivent très vite, est-ce que c'est un peu une campagne, essayer de dire voilà, nous sommes les sauveurs, nous avons enlevé les terroristes, votez pour nous? Malheureusement, bon, je ne peux pas apporter de crédit pour le gouvernement Nahda, ce n'est pas parce que je suis dans l'opposition, mais je pense que depuis le 14 janvier qu'on assiste à un jeu de rôle entre les salafistes et Nahda. Tout le monde sait qu'une grande majorité de la base de Nahda est déjà acquise par les salafistes. Aussi, on sait pertinemment, et tout le monde le sait, que sur la même question, une partie des dirigeants, des symboles, des porte-paroles de Nahda, des représentants de Nahda dans l'ANC sont des salafistes d'une manière ou d'une autre, mais ils sont toujours dans la défense des salafistes. Donc, à mon avis, c'est un jeu de rôle qui évolue et prend de la forme selon les circonstances dans le pays. Quand il faut c'est-à-dire prendre de la distance, ils le font. Quand ils se sentent sécurisés, on n'a aucune honte, entre guillemets, ils ne se gênent pas pour les défendre. Finalement, les partenaires de Nahda sont aussi responsables que Nahda.
Moi, même La si... troïka, quoi. Ouais, mais tout à fait normal, moi, dans quel sens? Parce que pour moi, il y a un principe, malheureusement, c'est une déformation peut-être professionnelle en moi, puisque je suis juriste, et donc on a appris que dans l'université, que le gouvernement est solidaire. Donc, tous ceux qui sont dans le gouvernement, même s'ils viennent d'horizons différents politiquement et des partis différents politiquement, ils sont solidaires dans l'action gouvernementale. Par rapport, donc, est-ce que vous partagez les idées de Mme Galache par rapport à cette théorie un peu de complot, entre guillemets, des salafistes et du gouvernement au pouvoir, de la Troïka, ou plutôt du parti Ennahda? Je dis que je suis aussi dans l'opposition, mais je ne partage pas vraiment ce que vient de dire Mme Saïd. Je ne suis pas très tenté par les théories du complot, par le partage de rôle. Je pense que la situation est un peu plus complexe que cela. Il y a un véritable mouvement salafiste dans le pays. D'ailleurs, on n'est pas le seul pays qui a une mouvance salafiste. C'est le commun de tous les pays arabes. Cette mouvance salafiste est elle est nuancée par plusieurs couleurs, groupuscules, etc., dont une partie qui refuse catégoriquement l'État et qui voudrait bien changer tout le système politique, mais aussi la géographie, le mode de vie des citoyens, etc. Et cela, par la force, il y en a une partie aussi qui rend tout le peuple apostat en apostasie et qui dit qu'il faut le combattre. Ces gens-là, cette partie-là, c'est une partie qui est contre l'État. Alors, on pourrait bien être contre l'État et refuser même la notion d'État. Ça a été le cas des anarchistes, etc. Mais tout de même, l'État n'est pas parfait, mais quand on vit dans un État, on respecte ses lois, et quand on ne respecte pas ses lois, on est un hors-la-loi et on doit comparaître ainsi devant la justice, etc. Donc, je dis, je voudrais pas... Est-ce qu'après, il y a une responsabilité politique? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je dis certes. Certes, et durant les 3 gouvernements qui ont précédé. Alors aujourd'hui, je pense que le mouvement de la gouvernement Troïka la Troïka est un peu responsable, et c'est pour ça qu'on a demandé en Alliance démocratique de la neutralité des ministères de souveraineté, qu'on a demandé une fermeté plus claire pour combattre ce phénomène. Et cela, on l'a fait pendant 1 an et demi. Alors aujourd'hui, qui commence à avoir cette fermeté-là, on la soutient et on voudrait que ça continue. Mais par contre, moi, je voudrais dire encore un truc, c'est que la responsabilité, elle revient aux 3 gouvernements. N'oublions pas que le jeune qui est mort à Ben Ali Ben Khalifa, c'était quelqu'un qui a été libéré par le premier gouvernement de M. Ranouchi et qui était condamné pour des affaires de terrorisme dans l'affaire de Slimane. Que le comportement vis-à-vis de ce mouvement-là, avec ses franges les plus extrémistes, a été fait avec beaucoup d'apathie, avec beaucoup de négligence, et cela par le gouvernement de M. Ranouchi, de M. Khaït Sebsi, et le gouvernement Troïka 1 et 2. Donc la responsabilité politique, je pense qu'elle revient à tout ce beau monde-là. Je prononce qu'elle revient encore plus à ce gouvernement-là, parce que les 2 premiers étaient des gouvernements de transition, qui n'étaient pas soutenus par des élections, qui n'avaient pas... Par la rue aussi. Comment? Et ils n'étaient pas soutenus par la rue aussi. Et qui n'émanaient pas d'un suffrage universel, et donc qui aussi jouaient sur le truc, mais aussi libérer des gens qui sont terroristes. Il fallait faire un décret où on ne libère pas des gens qui ont pris les armes contre l'État. Ça a été fait, malheureusement, et l'un d'eux est mort. Et c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Ils ont non seulement libéré des terroristes, mais ils ont libéré des pédophiles aussi. Et la responsabilité, elle est encore plus à ce gouvernement. Par contre, je dis un truc, que parler de responsabilité politique, c'est très important. Les prochaines élections, il y aura, pour moi, la responsabilité politique, elle est... On va y revenir aux prochaines élections. Juste pour dire que ça sera l'affaire des élections prochaines, et les Tunisiens sauront punir ou récompenser les gens qui ont fait de la politique. Très bien. Mais par contre, aujourd'hui, à cet instant-là, je pense que ce qui est primordial, ce qui est nécessaire, c'est la responsabilité de tous les démocrates. Tous les démocrates de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais toujours dans le spectre qui respecte l'État et qui est dans les lois de l'État, aujourd'hui, d'être solidaire avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, et se dire que c'est notre combat à tous. Juste un petit mot, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il y a une amalgame auquel j'attire l'attention.
Je n'ai jamais remis en question, c'est-à-dire je ne suis pas contre la fermeté de l'État en exerçant la loi, en appliquant la loi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde, au moins pour la première fois, disons, tous les partis politiques, toutes les sensibilités politiques, organisées ou non organisées dans des partis, s'est exprimée ouvertement et fermement. Elle soutenait le ministère de l'Intérieur par rapport à cette bataille contre le terrorisme. Ça, c'est une chose sur laquelle on est d'accord. Moi, ce que j'ai dénoncé, c'est une certaine, disons, c'est l'attitude du gouvernement. D'ailleurs, vous parlez des gens de Slimane. C'est maintenant que le discours officiel de Nahda les considère comme étant des terroristes. Mais avant, rappelez-vous, ils ne l'ont jamais considéré comme étant des terroristes, mais que c'est des gens qui ont souffert de la répression, qui n'ont jamais trouvé la liberté de pratiquer leur religion, et ainsi de suite. C'est maintenant, c'est après Chambi que le Nahda commence à considérer ceux qui ont participé à l'opération Slimane sont des terroristes. Donc, j'avais interrogé, juste un point, j'avais interrogé il y a quelques mois, il y a 8 ou 9 mois de ça, M. Ali Raed, qui était ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée, juste après les événements de Bilal ibn Khalifa, pour dire que ce monsieur-là, ce jeune, qui quand même, quand un Tunisien est mort, de tout bord qu'il soit, c'est une perte pour le pays. Je dis qu'on est tous responsables, que le ministère de l'Intérieur est responsable, et que le gouvernement est responsable par la libération de ce jeune-là, avec un dogme, un certain dogme qui l'a poussé à être assassiné, et qui est libéré pour pouvoir mourir dans une embuscade. Et là, ce discours-là, dans l'Alliance démocratique, on l'a toujours tenu avec la même fermeté depuis les élections. Très bien. Monsieur Semih Razgala, donc par rapport à la même question, donc par rapport au même sujet, et aussi, vu que Takatel est dans la Troïka, quelles sont aujourd'hui les solutions à prendre pour contrer ce terrorisme? Et on va passer à Jebel Charambi aussi, parce qu'encore en ce moment, ils sont toujours dans les montagnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu que M. Ali Raed avait refusé une alliance avec les militaires algériens au niveau de la frontière. Il a refusé qu'ils pénètrent dans le territoire tunisien. Il y a eu plus de 30 000 militaires algériens qui se sont déployés sur donc les frontières entre la Tunisie et l'Algérie. Aujourd'hui, le problème du terrorisme, pourquoi il intervient aujourd'hui, au moment où bientôt les élections arrivent? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? Quelles sont les solutions aujourd'hui? Bon, alors déjà, je ne partage pas du tout la théorie du complot. Moi, je viens de revenir de Londres. Vous vous rappelez, jeudi dernier, donc, du côté de Londres, il y a eu 2 terroristes qui ont assassiné un militaire anglais qui était parti en Afghanistan, combattre en Afghanistan. Donc je ne pense pas que la reine Elisabeth est en train de comploter avec les salafistes. Voilà. Pour ce qui est de la gestion globale, de la gestion de la sécurité globale, ce problème de sécurité est un problème récurrent. Et le problème du terrorisme est un problème récurrent. On se rappelle tous qu'à Slimane, la découverte, bien qu'on était dans un état policier, un régime policier où les renseignements et les services secrets travaillaient à plein feu. Et pourtant, on a découvert des terroristes dans une montagne grâce à un monsieur qui est allé acheter 30 ou 40 baguettes. Voilà. Donc, on ne peut pas imputer ce problème de terrorisme au gouvernement actuel. Et je rejoins M. Mahdi Ben Gharbeya dans le fait qu'à un certain moment, on était ensemble assis autour d'une table de négociation, on a été ferme pour qu'il y ait cette neutralité du ministère de l'Intérieur. Et cette neutralité du ministère de l'Intérieur est en train de payer, je le répète, parce que, et là il faut le dire, à un certain moment, Nahda a failli dans sa gestion de la sécurité lors du problème de l'ambassade des États-Unis. Et on est en train de le payer cher. On est en train de le payer cher au niveau du tourisme, donc au niveau de l'économie, au niveau des investissements. Nous ne pouvons plus nous permettre une dérive sécuritaire et une certaine légèreté dans la gestion de tout ce qui est qu'est-ce qu'il faut faire justement pour ces terroristes? Il faut absolument qu'il y ait une fermeté. Est-ce qu'il faut faire une opération coup de poing au Jebel Charambi? Est-ce qu'il faut tout exploser? Comment il faut faire? Alors, tout exploser... je dis ça entre guillemets, bien sûr. Je ne pense pas que c'est une solution. D'ailleurs, je reviens, comme je vous l'ai dit, je reviens de Londres, où j'avais visité une commune proche de Londres. Vous savez qu'à Londres, dans toute l'Angleterre, il y a ce qu'on appelle CCTV, les caméras qui surveillent les gens dans la rue. Ils ont remarqué, la police a remarqué,
que dans tous les endroits où on mettait ces caméras de surveillance, la délinquance... Ça dissuasait. La délinquance passait de 60% ou 70% à zéro, dès qu'on mettait les caméras. Mais le problème, ils se sont rendus compte à un certain moment qu'ils mettaient plein de caméras, mais la délinquance était en train de se transposer. Elle allait ailleurs. Donc, je pense qu'il faut une réflexion globale sur tout ce qui est sécurité. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration avec le gouvernement algérien. Il y a une collaboration militaire, là, dernièrement. Une collaboration militaire, une collaboration dans les renseignements, une collaboration sécuritaire. On ne peut pas se permettre de ne pas collaborer avec nos amis algériens sur ce dossier-là. Alors, une autre question que j'aimerais vous poser, quelle est votre réaction par rapport à M. Chourou, je pense qu'il fait partie de l'Assemblée nationale constituante du parti Ennahda, qui dit que le FMI fait une pression pour pouvoir prêter l'argent si ça consolide ma théorie et détruit celle de complot. Donc. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez répondre par rapport à ça? Quelle est votre réaction? Le FMI prête de l'argent si on bombarde la montagne. C'est M. Chourou, voilà. Il a dit ça. Hier. Est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Non, les conditions, vous voulez que je donne exactement les conditions du FMI? Alors, les conditions FMI, c'est une réforme globale du secteur bancaire et un assainissement du secteur bancaire. C'est le rétablissement des équilibres budgétaires, la réforme de la caisse de compensation. On parle d'à peu près de 15 milliards de dollars. Ouais, la réforme de la caisse de compensation. Il y a une réforme du code d'investissement qui a déjà commencé il y a une dizaine de jours avec l'UTICA, l'UGTT et beaucoup d'associations de la société civile. Et il y a un renforcement de la gouvernance et de la bonne gouvernance. Donc si vous voulez inclure dans ça le bombardement d'une montagne, peut-être, je sais pas. Moi, je ne veux rien inclure. Madame Saïda Garache, je pense que vous avez beaucoup à dire. Désolée, si Sami, je vais dire un mot qui peut le gêner, mais vraiment, c'est trop simpliste comme analyse. Quand on parle qu'on dit que la reine de Londres fait partie la reine de l'Angleterre fait partie du complot, c'est-à-dire on simplifie les choses au point qu'elle devient ridicule. Et aussi, quand on dit un bombardement dans une montagne peut être l'une des conditions de la famille, parce que tout ce que vous venez de citer, il y a une condition majeure et essentielle pour rétablir le marché, pour tout ce qui est réforme économique, encourager l'investissement et tout ça, qui s'appelle la sécurité. Et tout le monde est d'accord sur cette condition. Et cette condition ne peut se réaliser que si on fait face à toute cette vague de violence et qui est maintenant à un autre nom, qui est le terrorisme. Donc, ce qui se passe dans la montagne de Chaambi, ce n'est pas un fait divers. C'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux et c'est un tournant dans l'histoire de la Tunisie. Et si M. Chourou n'est pas un décraqué mental quand il dit que, parce que Chourou, moi, ce qui fait la différence entre les déclarations de Chourou et de Louz, c'est que Chourou, il n'est pas malin. C'est quelqu'un qui parle à l'état brut. Il dit les choses telles qu'elles sont. Alors que Louz, il est politicien parce qu'il soigne son discours, il essaie de s'adapter. Et donc la déclaration de Chourou, pour moi, elle est réel parce qu'il a dit le non-dit, il a dit ce qui a été dit dans les coulisses et il a dit la vérité. Parce dans le lobbying un peu. Voilà, c'est clair que la famille, si elle va, et tout le monde connaît le système de la famille, la politique de la famille, de toutes les manières, là où elle intervient, généralement, c'est la catastrophe, économiquement, socialement, et ainsi de suite. Donc, tout le monde... va revenir sur ça. Hein. Non, mais c'est des expériences dans le monde entier. De toutes les manières, ça reste toujours les solutions les plus extrêmes. Quand on n'a plus rien à faire, on va vers la famille. Ça, c'est prouvé à l'échelle internationale. Ce n'est pas moi qui va le prouver aujourd'hui. Donc, ce qui se passe... Vous n'êtes pas d'accord, hein, M. Benrabeh, hein? Je pense pas que vous êtes d'accord. On est deux à ne pas être d'accord. Non, j'ai pas dit ça. Même si toute la planète est d'accord aujourd'hui contre moi, ça ne m'empêche pas de m'exprimer. Je vous encourage. De toutes les manières, la politique de la famille, on sait pertinemment, les grands experts dans le monde entier, comment ils se positionnent par rapport à ça. Parce que c'est clair, la famille, contrairement aux autres crédits offerts par d'autres instances, par d'autres institutions, par d'autres banques, ainsi de suite, c'est que quelqu'un qui exige un calendrier carrément
non, si tu ne fais pas ça, je te donne pas ça. Un calendrier politique, même. Politique, en termes d'exécution, pas seulement en termes d'objectifs, mais calendrier, c'est-à-dire en termes de temps pour réaliser ces objectifs et pour réaliser ces réformes. Et si on ne respecte pas une étape, on est sanctionné par rapport... Est-ce qu'on peut dire que c'est le scénario catastrophe, le FMI? Moi, de toutes les manières, je considère que c'est vraiment la solution la plus catastrophique. Très bien. Monsieur Mehdi Belkhalbaï, par rapport au FMI, par rapport à tout ça. Je voudrais déjà commenter un peu. Oui. Donc pour... Un petit récap. Excusez-moi, parce que ça m'a dit. Parce qu'il y a eu quand même, moi je trouve que le fait que le Premier ministre refuse de coopérer avec les Algériens, je ne sais pas quelle est l'explication. C'est un faux problème de souveraineté peut-être, ou c'est une clémence qui cache, à mon avis, pour ne pas être trop méchante, une certaine complicité et qui renforce mon analyse dans le sens qu'il y a un jeu de rôle. Parce que dans ce cas-là, on ne peut pas refuser une certaine coopération. Alors que l'Algérie a une expérience beaucoup Effectivement, raison de plus, une coopération avec les Algériens, parce que l'Algérie, jusqu'à maintenant, elle ne s'est jamais impliquée dans les affaires internes tunisiennes. Ce n'est pas le Qatar, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. Le Qatar aussi, dernièrement, ils ont dit qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans les affaires de la Tunisie. En plus, l'Algérie, ça va de sa sécurité à elle. Ça va de sa sécurité à elle. Ce qui se passe en Tunisie inquiète énormément, et c'est-à-dire angoisse énormément les Algériens, parce qu'eux, ils ont vécu l'expérience et ils savent pertinemment s'il y a des mauvais scénarios ici en Tunisie, ça va influer d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe, à mon avis, ce qui se passe dans l'Algérie. Très bien. Monsieur Mehdi Belkhalbaï. Je voudrais déjà avoir quelques commentaires. Allez-y. J'essaie toujours de différencier tout ce qui est État de la vie politique des partis. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens qui sont au gouvernement, qui sont l'État, c'est de protéger cet État-là, c'est de respecter la loi. Et c'est pour ça qu'on a milité depuis presque 2 ans dans la gestion de ce gouvernement-là. Et de sécuriser ses citoyens. Et effectivement. Donc après, je dis que chez nous, dans l'Alliance démocratique, on a travaillé pendant 2 ans et mis la pression pour pouvoir faire ça. La neutralité des ministères de la souveraineté, c'était une des premières demandes. C'est vrai que nos chers amis de TACAT nous ont rejoints en ça, mais c'était après presque une année de demande. J'ai écouté mon ami Semi tout à l'heure dire « Nahda a mal géré le truc sécuritaire ». Mais ça a payé quand vous a rejoint. Oui, attendez, je voudrais juste commenter parce que, écoutez, moi j'essaye, je suis un esprit libre et j'espère le rester tout le temps. Quand vous disiez tout à l'heure que Nahda a mal géré le côté sécuritaire. Le truc sécuritaire, le volet sécuritaire, c'est le gouvernement, c'est vous trois. C'est pas Nahda qui gère mal la sécurité et TACAT qui gère bien l'économie. Vous êtes dans un gouvernement, vous êtes tous responsables, autant chaque parti qu'un autre. Donc là, il ne faudrait pas aussi tomber dans cet amalgame. Aujourd'hui, ce gouvernement-là a une responsabilité politique. Aujourd'hui, le contexte du pays nous pousse tous à soutenir cet État, ce gouvernement, dans sa gestion sécuritaire contre ce danger qui peut quasiment détruire cet État-là, mais la responsabilité politique revient aux 3 partis qui sont au pouvoir. Il n'y a pas un qui est mauvais et l'autre qui est bien. Pour revenir là, pour différencier, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je parle à un gouvernement. À l'intérieur des partis, ce que dit M. Cholo, ce que dit M. Louz, ce que dit, etc., ce qu'ils pensent réellement, c'est quoi l'arrière de leur pensée, c'est quoi leur sympathie, ça, c'est un autre volet politique qu'on fait entre partis politiques. Et c'est pour ça que chacun de nous a sa formation, qu'il défend ses idéaux. Moi, ce que je voudrais insister là-dessus aujourd'hui, c'est que là, le plus important pour le pays, c'est aller vers des élections. Et on doit y aller au plus tôt et dans des conditions qui peuvent assurer ces élections-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive, dans ce dialogue national, à arriver à une dissolution des LPR, etc. Chose qu'on demandait depuis plus qu'une année, mais aujourd'hui qui arrive. Pour l'autre volet dont vous avez parlé, c'est le FMI. Je suis d'accord quand on dit que l'FMI, c'est la dernière des solutions. Je suis tout à fait le scénario catastrophe. Non, je suis tout à fait d'accord de dire que le FMI intervient avec un calendrier, c'est vrai, avec des réformes qu'il demande. Mais autre chose, est-ce que ces réformes-là sont nécessaires ou pas? En 85, quand on avait le plan de redressement structurel, qui était, le pays était en faillite, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il a donné comme résultat? Mais écoutez, depuis. Ce qu'il a donné comme résultat, il a donné 5 points de croissance pendant 20 ans. Écoutez, et un taux de chômage incontrôlable, la privatisation, des licenciements, des fermetures des usines, et ainsi de suite. Tout fait partie de la restructuration économique depuis les années 85. Moi, je ne suis pas idéologue.
Alors qu'on soit clair, moi je suis pour je parle des faits. Moi je suis pour une économie de marché, Ouais. pour un marché libéral. La Tunisie est un pays avec 11 millions d'habitants et une économie tournée à l'exportation et vers le tourisme. 80% de nos échanges se font avec l'Europe. Alors, refaire tout le système économique, je suis partant, mais qu'on nous donne des solutions. Après, sortir, être hors la loi, ne pas payer ses dettes, etc., ça va qu'empirer la situation. Je dis que aller vers le FMI, c'est la dernière des solutions, mais il faudrait aussi se poser la question, est-ce qu'on en a d'autres? Et si on en a d'autres, allez-y, proposez-les. Moi, je suis dans cet esprit, je suis dans l'opposition, par contre, ce qui un peu me révolte, c'est le manque de courage politique. Pour le moment, on n'a plus d'autre solution qu'aller vers la famille. Donc puisqu'on n'a pas d'autre solution, moi, c'est ça la solution. Dit. Moi, je l'ai dit, j'ai dit, mais sauf que c'est la solution vraiment... la dernière solution. La dernière, quoi. La politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une situation où on a le dos au mur et on a le FMI. Moi, je dirais même autre chose qui risque de vous choquer. Moi, je suis pour ces conditions du FMI. Parce que malheureusement, dans notre classe politique, il n'y a pas assez de courage politique pour faire les véritables réformes. Aujourd'hui, on a un secteur bancaire qui est asphyxié par des créances douteuses et qui est là depuis des années. Il faudrait, il faudrait ouvrir cet accès-là. Et derrière, il y a tout le dossier des tourismes, des unités hôtelières qui sont en faillite, qui ne seront jamais rentables et qu'il faudrait trouver une solution pour ça. Deux, quand on parle de la caisse de compensation, il faudrait trouver une solution à la caisse de compensation. On ne pourrait pas s'endetter indéfiniment. Donc finalement, moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on ait des dirigeants politiques qui peuvent dire ça au peuple, qui peuvent sortir et pas penser uniquement à la prochaine élection. Malheureusement, c'est l'adage de tout le monde, de dire qu'on est dans une situation économique où il y a tel et tel. Ça a été dit avant même qu'on arrive à ça. Allez, monsieur Semira, on va donner la parole. On arrive à ça. Ça a été dit. Mais personne... On va donner la parole. Moi, je vous dis un truc. Après la Révolution, avec une économie qui était chancelante, avec une conjoncture régionale et internationale de crise. Avec une mauvaise gestion interne aussi. Avec le prix de la Révolution, l'État a distribué à grandes mains à tout le monde. Après l'arrivée de ce gouvernement-là, qui avait la légitimité populaire, il a continué à faire la même chose. Il y a eu 20 000 employés dans la fonction publique sous le gouvernement de Séville Khedisepsi, mais il y a eu aussi 25 000 emplois publics sous le gouvernement. L'une des revendications essentielles de la Révolution, c'est de travailler quand même. On ne peut pas reprocher au gouvernement de résoudre le problème du chômage quand même. On ne peut pas reprocher. Mais on peut lui reprocher les dépenses d'un gouvernement très large qui ne faut rien jusqu'à maintenant. Ça aide, arrêtez de m'interrompre après les... Ok. On va pas aussi passer la parole à M. Semira. Je vous dis un truc. Alors, embaucher, c'est pas embaucher dans un État qui est en faillite des employés qui ne vont rien faire. Nous, on a contesté cela dans le budget. On était peut-être le seul parti politique qui n'avait pas le populisme de dire en plein budget, on est contre l'emploi de 25 000 personnes dans la fonction publique. Parce que, écoutez, ce n'est pas leur place. Les employés, pour les mettre où? Aujourd'hui, quand on crée un emploi au public, on doit en créer au moins 10 dans le privé pour pouvoir le financer. Ceci n'est pas possible avec le taux de croissance qu'on a. Donc ce qu'on fait, c'est que s'endetter, s'enfoncer encore dans le mur, et c'est pas créer une richesse, c'est vraiment... comment dire, délapider une richesse. Non, on ne crée pas de richesse, on est en train de distribuer la pauvreté. Très bien. Sissemi, Razgal, j'ai laissé avec plaisir parler Simadi parce que décidément on partage pas mal de choses et une même vision. Bon, rapidement. Parfait. Pardon? C'est parfait alors. C'est parfait, oui. Ouais, c'est bien. Sur le point de la sécurité, on ne va pas s'attarder là-dessus. Moi, je pense que... c'est quand même un point assez important pour les Oui, c'est un Tunisiens. point important. Je pense que la Tunisie doit se réconcilier un jour ou l'autre avec elle-même. Qu'il faudra aussi résoudre un problème de fond, qui est ce problème de bipolarisation. Et la seule solution, c'est le consensus. Et c'est le consensus et c'est le dialogue entre On va tous venir les d'ailleurs au partis dialogue national. et la société civile. C'est la seule solution. En ce qui concerne le FMI, Mahdi a tout dit. Donc, je partage tout à fait ce qui a été dit. Je voudrais quand même insister sur les points, sur le point de la réforme du secteur bancaire, où notre ministre des Finances est en train de se battre
pour qu'il y ait cet assainissement, un assainissement sans lequel on ne pourra pas avancer. Aussi, l'assainissement du secteur du tourisme qui est en train de tirer vers le bas le tourisme tunisien depuis des décennies, qui n'a pas avancé, alors que d'autres, au Maroc ou en Turquie, ont une avance considérable. Et avec ce qui s'est passé à Ensar el-Sharia, ça nous a fait de la très bonne pub à l'étranger. Donc une très très bonne pub, malheureusement. Et malheureusement, le tourisme est en train d'augmenter ailleurs en Afrique du Nord. Donc il y a des perdants, nous sommes les perdants, il y a des gagnants ailleurs. Il faut absolument que le Tunisien et les Tunisiens prennent conscience que ces réformes sont nécessaires. Pour le prix du FMI, on n'a pas le choix parce que de toute façon, avec la note souveraine qu'a la Tunisie aujourd'hui, on ne peut pas emprunter sur les marchés classiques. Et si on essaie d'emprunter sur les marchés classiques, ça serait à des taux considérables, beaucoup plus haut que le taux du FMI. Ils ne veulent plus nous emprunter les marchés classiques. Ils ne veulent plus. Donc on n'a pas le choix. Non, mais c'est pour cela que j'ai dit que c'était la solution extrême. C'est vraiment ça le problème. Et avant d'arriver à ça, avant d'arriver aux banques... à des taux de plus de 7%. Mais c'est normal parce qu'il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Il n'est pas rassuré qu'il aura son argent à l'échéance prévue. Donc c'est normal, ça, en cas où il accepte. Très bien. Allez, on va passer un point et on passe à autre chose. Ouais. Si, mais vous avez terminé? Oui. Très bien, allez-y. Non, parce que de toutes les manières, écoutez, ayons le courage de le dire, de toutes les manières, le secteur de phosphate, le secteur du tourisme, c'est-à-dire on aurait pu remédier à certaines situations qui étaient gérables avant ce stade-là et avant d'arriver au FMI. De toutes les manières, le problème de phosphate, le conflit dure, ça fait plus qu'une année maintenant. C'est plus qu'une année. Je ne me rappelle plus depuis... Ça fait un an et 7 mois à peu près. 1 an et 7 mois. Si on avait entamé des discussions, essayé de trouver une solution, on aurait pu garder quand même la situation d'une manière plus confortable avant d'arriver à ça. Le secteur du tourisme, de toutes les manières, tout le monde essayait. Moi, je me rappelle le travail qu'on a fait pendant le Forum social mondial afin de convaincre les gens pour le tenir en Tunisie, pour les faire venir et donner plus ou moins une bouffée au tourisme, au moins pour une semaine. On a travaillé dur pendant une année en fonction des événements qui passaient en Tunisie pour donner un message rassurant. Et quand on vient avec des événements pareils, on voit les gens, les salafistes ou autres, le Jbal al-Shambi et tous ces événements violents. Donc, comment voulez-vous que ce secteur puisse rester debout devant des choses pareilles? Donc, systématiquement, ça fait plus qu'une année, pour ne pas dire plus d'une année, qu'on allait droit vers la solution de la famille et vers le renforcement de la crise économique. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce qu'on a fait une révolution, mais est-ce qu'on ne devrait pas faire une révolution des mentalités aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ça que le Tunisien doit faire? Ou est-ce que c'est pas ça qu'il ne veut pas faire? Effectivement, de toutes les manières, d'ailleurs, ce qui s'est passé en Tunisie a suscité un grand débat au niveau intellectuel. Est-ce une révolution ou pas? Ou est-ce... Pourquoi on ne peut pas la considérer une révolution puisqu'elle n'est pas conforme au schéma classique dans le sens qu'il y a un parti, leader, des leaders, ainsi de suite. Et entre autres parce qu'elle n'est pas accompagnée par une révolution, disons, culturelle dans le sens les mentalités et ainsi de suite. Et c'est clair que malheureusement, de toutes les manières, le grand chantier à travailler en ce moment avec tous ces dépassements de gauche comme de droite, c'est de travailler sur la mentalité. Parce qu'en voyant les choses où elles sont arrivées aujourd'hui avec ces pratiques de non-responsabilité, de délaissement, de confusion totale entre liberté d'expression et diffamation, entre liberté de conscience et autre chose, entre liberté d'organisation et anarchie, entre être un bon citoyen, de respecter la loi et l'anarchie totale, c'est avec tout ce qui se passe dans la rue en termes de dépassement dans tous les sens. C'est clair qu'on a besoin d'un travail énorme sur les mentalités afin qu'ils puissent réaliser un progrès réel. Ce n'est pas économique le progrès seulement, mais aussi il est intellectuel. Très bien. On va passer à Mass Berhalba et la question donc, de Nahda qui se rétracte par rapport donc, au point discuté avec l'UGTT, donc au round 2, comme on le dit, dans le cadre donc, du dialogue national. Donc ils se sont rétractés par rapport au droit à la grève, au droit syndical, à la liberté de conscience. Alors, stratégie politique, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, selon vous? Pourquoi cette rétractation du parti au pouvoir? Aujourd'hui, on attend réellement la confirmation de cela, mais le dialogue national qui a eu, le dialogue des partis politiques qui a eu à Dalaviev
pendant 3 semaines. Où l'UJTT n'était pas auquel on a participé. On était en concertation avec l'UJTT et on s'est dit que c'était un round, mais c'était un truc informel, que le véritable le dialogue national, il sera toujours sous la coupole de l'UJTT, qui est un peu la coupole et le parapluie de toutes les formations politiques. Et dans l'Alliance démocratique, on vaut toujours le grand rôle patriotique dans ce pays. Donc, et finalement, une grande partie des accords qui a été finalisés à Dalaviev ont trouvé un écho positif lors du dialogue national à l'UJT, et ils ont été confirmés par cela. Alors, ceux-là qui ont dit liberté de conscience, droit à la grève sans aucune restriction, et les accords qu'on a eus dans le régime politique avec un régime semi-présidentiel, avec des prérogatives larges au président de la République dans tout ce qui concerne le domaine de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale. Ça, c'est les accords qu'on a eus après 3 semaines de négociations, où il y avait 7 parties et qui ont été finalisés par un document signé par tous les premiers responsables des partis politiques présents dans Nahda, Kotakatol, CPR, l'Alliance, Jumhuri, etc. Donc ça, l'idée, c'était retirer. Ça, c'est l'accord qu'on a eu et qui a été adopté par la convention de l'UJTT. Alors aujourd'hui, revenir sur cela, on attend que ce soit officiel, c'est un revirement sur tout ce qu'on a réalisé pendant ce mois-ci de dialogue national, c'est casser carrément cette alliance cette alliance qui est en train de se faire autour de la République, autour de pouvoir finir cette période de transition, d'aller vers des élections libres et démocratiques, et aussi tout le soutien qu'on a autour de l'État pour combattre le terrorisme, etc. Je dis que cela, s'il s'avère vrai, est irresponsable de la part de Nahda, et il sera lourd de conséquences pour ce parti-là. Nous, dans l'Alliance démocratique, nous penserons qu'il n'y aura plus de crédibilité pour ce parti. Très bien. Il y en a qui disent que certains partis, et notamment Nahda, essayent de faire leur propre constitution à la carte. Bon, après ça, je vous laisserai commenter plus tard. Non, je voudrais juste ajouter un truc. Je comprends qu'il y aurait de différences comme dans tous les partis politiques. Hein. Allez, il nous reste 5 minutes. Je comprends qu'il y a d'autres pensées dans le mouvement Nahda, qu'il y a d'autres peut-être réflexions, etc. Mais aujourd'hui, je dis que c'est la responsabilité politique de leurs dirigeants de respecter l'accord qu'on a eu. Ça, c'est leur cuisine interne, c'est leur problème à eux. D'accord ? Mais pour nous, je pense que ça a été dans l'intérêt du pays, ça a été fait avec beaucoup de concessions mutuelles, ça a été fait avec beaucoup de bonne volonté. Le premier jour, on s'est mis autour d'une table. Chacun a mis il y en avait beaucoup qui ne croyaient pas qu'on pouvait aboutir à un accord, sachant que nous, on est dans l'opposition. Mais c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt de cette conjoncture-là qui nous pousse vers ça. Alors aujourd'hui, ce que je demande, c'est de la responsabilité historique des responsables de Nahda, et j'espère qu'ils seront dans ce sens. Monsieur Semi Razgal, par rapport à ça. Bon, la prochaine fois que vous invitez Mahdi, je ne viens pas, parce que c'est absolument la même chose. On n'est pas dans le même parti. Oui, peut-être un jour. Parce qu'on partage absolument la même vision de la société, la même vision aussi. Future alliance, alors. En ce qui concerne l'accord qui a été conclu, donc je rejoins encore une fois Mahdi, il est absolument intolérable qu'il y ait un retour sur quoi que ce soit de ces points-là. Et là, Etakot va être ferme par rapport à ça. On va être d'une fermeté absolue sur la liberté de conscience, la liberté de grève et le régime politique. On a mis 3 semaines pour y arriver. Qu'il y ait des tergiversations à l'intérieur du parti Nahda, c'est leur problème. Ils le résolvent à l'intérieur. Mais nous savons tous que pour l'intérêt de l'État, il faut absolument qu'il y ait un consensus autour de la Constitution. Cette Constitution ne peut passer qu'avec les 2 tiers. Pour arriver à ces 2 tiers-là, il faut qu'aujourd'hui, chacun fasse des concessions de son côté, parce qu'on ne peut plus tenir un retard supplémentaire dans l'écriture. Ou un retour en arrière. Un retour en arrière ou un retard. Ce qui serait un retard supplémentaire dans l'écriture de la Constitution. Nous avons fait de grandes avancées. Il faut consolider ces avancées et rester sur les accords qui ont été conclus. Voilà. Madame Galache. Sincèrement, moi, je n'étais pas là quand les travaux ont commencé. Et j'ai suivi ça par Internet. Et quand j'ai lu le papier
sur lequel tous les partis et tous les participants, de toutes les manières, ont été d'accord. J'ai dit pourvu que, le Nahda ne se détracte pas au mouvement de passage de ce papier dans l'ANC. J'étais sûre, parce que c'est désolée, c'est une pratique très courante chez Nahda. Et je trouve que c'est irresponsable en ce moment que tout le monde cherche le salut de ce pays et que tout le monde... L'unification. Effectivement, parce qu'on est dans un moment très décisif dans la vie des Tunisiens et des Tunisiennes et dans la vie même de quelque chose qui s'appelle un État et des institutions, et un État civil. Donc, si on veut réellement être dans une approche de destruction de tout ce qui a été construit depuis des décennies jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on fait en ce moment-là. De toutes les manières, c'est de refuser tout consensus, de refuser tout dialogue. Et je trouve que c'est irresponsable l'attitude de Nahda. J'espère qu'ils auront la sagesse de renoncer à ça. Hein. On va terminer l'émission avec un petit... Nous, la différence, c'est que, vous savez, je pense qu'en politique, surtout quand dans une démocratie, jeune démocratie comme la nôtre, ce qu'il faudrait, c'est que, même s'il y en a des appréhensions, envers certains et envers d'autres, on continue quand même le dialogue. De faire ce dialogue, d'avancer dans ce dialogue, car on n'en aura pas le choix. On n'en a pas d'autre choix. Je vais faire un petit tour de table justement pour terminer l'émission. On va commencer par M. Semi Razgal. Alors, les élections arrivent, c'est très bientôt. Il y en a qui disent que c'est pour octobre, il y en a qui disent que ça ne va pas venir du tout les élections, il y en a qui sont très pessimistes. Je parle du peuple, hein. Il y en a qui pensent comme ça. Aujourd'hui, Takatel, quelle est votre vision par rapport aux élections? L'ISI n'est pas encore en place, rien n'est fait. M. Kamel Jandoubi reproche à l'ISI que oui, que son ISI à lui, à l'époque, avait fait des erreurs, mais qu'elle était bien gérée, que cette ISI-là va sûrement échouer. Alors, quelle est votre réaction par rapport à ça et quelle est votre vision par rapport aux élections, aux futures élections en Tunisie? Alors, nous, au sein de Takat, nous sommes confiants. Et je suis absolument confiant qu'on va trouver un accord. On n'a pas d'autre choix à part trouver un accord, trouver un consensus. Il y aura des élections. Quand c'est qu'on peut avoir des élections? Il y a des avancées remarquables en ce qui concerne l'ISI, en ce qui concerne tous les points qui étaient des points litigieux. Et je pense que pour l'intérêt de la nation, on va trouver ce consensus final et on va aller vers des élections d'ici la fin de l'année ou début 2014. Monsieur Mehdi Mekhalbeh. Aujourd'hui, cette période transitoire doit finir. Ça, c'est le premier impératif. Il n'y aura pas de croissance. Là, on aura des bouffées d'oxygène avec des crédits, etc. Mais si on veut réellement que cette révolution-là réussisse, la révolution ne peut pas réussir en amenant la misère. Si cette révolution-là amène la misère, les gens vont regretter la dictature. C'est fait comme ça. Donc cette révolution ne sera vraiment ancrée et ne sera suivie réellement d'une révolution des mentalités, des valeurs, dans la valeur du travail qui doit être réinventée en Tunisie, que s'il y a croissance. Qu'il y a croissance et développement. Et pour avoir une croissance et un développement, il faudrait que cette période transitoire-là finisse. Ça, on pensait dans le dialogue national que c'était intelligible par tout le monde. On espère que ça va continuer, ainsi et que c'est impératif d'aller vers des élections. Mais aujourd'hui, si on ne se met pas d'accord sur les points sur lesquels on a finalisé et qu'il y a un parti ou un autre qui se rétracte, là, on n'aura pas de constitution, on ira vers un référendum et ça sera un échec cuisant de la majorité de la classe politique que tout le monde va subir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, même si je continue avec le bilan des années, et je dis, là, on parlait c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de différence dans la manière de voir les choses, mais en termes de bilan, ce gouvernement-là a un bilan plus que contestable. Il faut se le dire. Aujourd'hui, quand on dit que ça marche beaucoup mieux avec un ministre indépendant à la justice et à l'intérieur, cela veut dire et avouer que ça ne marchait pas avant, durant l'an de pouvoir. Et quand on se trempe en politique, quand on gère mal en politique, on paye cash et on doit être sanctionné par le suffrage du bilan de gestion du pays. Ça, c'est clair. Et ça doit être... Mais par contre, il y a, comme disait Bourguib, il y a l'important et le plus important, l'aham ou le mohem. Aujourd'hui, le plus important, c'est d'aller vers ces élections-là et d'avoir une union sacrée de tous les gens qui croient dans la démocratie, dans l'état de droit, dans la liberté, pour garder cet état qui est menacé en son existence même. C'est ça la première des priorités. Madame Saad Galache, oui, c'est un petit point. Une seconde. Il n'y a pas que le gouvernement qui sera jugé le jour des élections, il y aura l'opposition qui sera jugée aussi sur son rendement. Très bien. Madame Galache, réaction?
Non, ça va. Je me rappelle de l'autre émission quand vous dites, mais vous ne devez pas dénoncer, vous devez appliquer. Oui, effectivement, ça revient au même principe, la solidarité gouvernementale. Donc, je ne vais pas passer toutes les émissions à enseigner ça. D'accord, allez-y. Non, et en plus, c'était avec un ami de Takatel. Non, c'était avec quelqu'un du CPR. C'est Pierre l'autre fois. C'était oui, l'autre fois, c'est avec CPR. Bon, voilà. en tout cas, on ne va pas y revenir. Bref, Alors, c'est pas grave. en ce qui concerne les élections. Oui, de toutes les manières, personne ne peut dire qu'il est contre les élections. Au contraire, tout le monde a envie de faire des élections en ce moment-là. Sauf que, à quel prix et comment les faire? Donc, il ne faut pas, au nom de vouloir faire des élections, les faire vite et se n'importe cacher, quoi. voilà, de se cacher la réalité. On va faire des élections alors qu'on n'a pas les institutions nécessaires, y compris la haute instance, les sections au niveau des gouvernorats, les bureaux. Il faut un temps matériel. C'est-à-dire, c'est pas une intention, c'est un temps matériel. C'est-à-dire que pour réviser, pour lire, par exemple, 4 pages, il me faut 1 heure, c'est qu'il me faut 1 heure. Je ne peux pas lire 4 pages dans 5 minutes, sauf si vraiment je ne suis pas un être humain ordinaire. Ou même quand on est vraiment un génie. Surdoué. Voilà, donc le temps matériel pour mettre en place tout ça ne suffira pas. De deux, la loi électorale elle-même, qui n'est pas encore faite, et ça sera un autre manège à gérer aussi par rapport au conflit. Il y a eu des accords dans la loi électorale, du moins dans des accords comme celle que... Parce que même dans le même papier qui a été fait suite au congrès de dialogue national, a parlé aussi du système électoral. Mais... D'accord, a parlé aussi du système politique, il a parlé aussi de plusieurs choses. Donc, mais finalement, vous venez de le confirmer, à l'intérieur de l'ANC, on commence à revenir sur les termes de cet accord. Donc, voilà, à discuter, à revenir pour moi, parce que ça a été fait, donc il fallait entamer et pas remettre en question, d'accord? Il y a aussi la question de la Constitution, parce que la Constitution, c'est elle qui va fixer le régime politique à venir. Il faut finir la Constitution et plusieurs d'autres choses. Donc, certainement que tout le monde... Vous pensez que le temps est trop court pour arriver à des élections libres et démocratiques? Et donc, ça reste un slogan. De toutes les manières, c'est juste une façon de gérer la conjoncture politique actuelle où il y a une demande qui accroît de chaque jour par rapport aux élections comme étant une manière et une solution à ce qui se passe en termes d'hésitation gouvernementale et politique, ainsi de suite. Très bien. Voilà, merci beaucoup à M. Mehdi Benkhalaoui, député à l'Assemblée nationale constituante et aux dirigeants dans l'Alliance démocratique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. M. Semir Asgala, membre du bureau politique du parti Takatel, et Mme Saïda Galache, membre du bureau politique, membre du bureau exécutif du parti Nidetons. Vous à la maison, j'espère qu'on a répondu un peu à vos questions. On se retrouve lundi prochain, 20h15 sur la même chaîne. Bonne fin de soirée sur Tunesnet TV. Au revoir. Merci.